Un collectif qui fonctionne bien, c'est un collectif où il y a de la parole qui circule, où on peut s'écouter. C'est un collectif qui a aussi une forme d'efficience et d'efficacité en fonction de son objectif, bien sûr, mais qui est aussi dans le concret, dans le faire. C'est prendre du plaisir à être ensemble. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et se confier sur la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. À différents moments de sa vie, que ce soit à l'école, au travail ou dans les associations dans lesquelles on s'investit, on se retrouve dans des groupes à devoir agir ensemble. Et parfois, et même souvent, ça frotte, ça pique, ou tout simplement, ça n'avance pas. Pourtant, la collaboration, ça s'apprend, ça se réfléchit et ça se travaille. C'est tout l'objet de l'engagement professionnel de Camille Lambert, qui, avec différentes approches qu'elle présente dans cet épisode, accompagne les entreprises, les collectifs, les associations, pour les aider à améliorer leur collaboration. Installée depuis presque 10 ans dans ce Perche qu'elle a choisi, Camille nous livre ici un récit plein d'enseignements sur ce qu'est la vie d'un groupe et partage la façon dont ses propres loisirs nourrissent sa pratique. Bonjour Camille. Bonjour Amélie. Est-ce que tu peux me raconter ton histoire avec le Perche ? Oui, alors moi je suis arrivée dans le Perche en 2014. J'ai suivi un ami qui venait habiter ici. Et on a habité à Mutinerie Village. C'est un espace de coworking rural, un des premiers, je crois, en France. Donc je me suis installée là-bas pendant quelques mois. Et donc j'ai découvert à la fois des habitants à Saint-Victor-de-Buton et puis du coup le Perche, plus globalement. Donc oui, j'ai habité là-bas en tout 1 an et demi. J'ai été plusieurs fois. Okay. Et après j'ai un peu vadrouillé, j'ai pas mal bougé en France et à l'étranger. Et après j'ai choisi de revenir m'installer dans le Perche. Délire domicile ici. Qu'est-ce qui te plaît ici ? Ce qui me plaît dans le Perche, c'est surtout les relations que j'ai rencontrées et les activités que j'ai pu rejoindre. Je trouve qu'il y a une énorme diversité, en fait, à la fois au niveau culturel, artistique, au niveau écologique. Il y a plein de personnes qui s'engagent à plein de niveaux. Il y a aussi beaucoup de jeunes. Au départ, j'avais un peu d'appréhension sur est-ce que je vais aussi retrouver des gens dans les mêmes âges, dans les mêmes univers. Et en fait, il y a tellement de jeunes qui font aussi des initiatives diverses et variées. Et donc, je me suis vraiment trouvé un réseau qui s'est étoffé progressivement au fur et à mesure du temps. Donc ouais, je pense que les relations d'activité, un peu le fourmillement qu'il y a dans le Perche me plaît beaucoup. Après, il y a évidemment aussi les paysages, surtout dans l'Orne ou là où je suis, qui me plaisent. Mais je suis vraiment là et restée là pour les rencontres que j'ai faites et ce que j'ai pu développer et ce que j'ai pu faire comme activité ici. Je crois qu'il y a une histoire de cheval aussi. On peut en parler ou pas ? Oui. Moi, je faisais du cheval il y a longtemps. Quand j'étais enfant, j'avais arrêté pour mes études. Et puis quand je suis arrivée dans le Perche, j'ai retrouvé aussi une région, la région du cheval. Et donc j'ai repris l'équitation. Et puis j'ai rencontré aussi mon cheval ici. Et cette rencontre avec mon cheval m'a vraiment donné envie de me réengager au niveau personnel déjà dans l'équitation, puis aussi au niveau de mon activité professionnelle. Donc ton cheval qui vit maintenant sous ta fenêtre, c'est ça ? Oui, mon cheval Océan qui vit sous la fenêtre. On a une grande coloc avec tous mes animaux. Tu t'es spécialisée dans
l'accompagnement des sujets liés à la collaboration, est-ce que je le dis correctement? Est-ce que c'est comme ça que tu te présentes ton activité ou tes activités? Oui, moi je parle de coopération. Ouais, d'accompagnement à la coopération. Il y a 2 pans en fait dans mon activité. Je dirais qu'il y a un travail autour de l'accompagnement individuel sur un travail personnel, de conscience, d'évolution, d'accompagner à l'évolution individuelle, et en même temps un travail en groupe, d'accompagner l'évolution des collectifs. Et donc, comment est-ce qu'on peut coopérer ensemble, comment est-ce qu'on peut faire ensemble, être ensemble, et ça passe par plein de façons différentes. Et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment plein de singularités, plein de richesses peuvent arriver à trouver des points d'entente, ou en tout cas de fonctionnement ensemble, au-delà des conflits, des divergences, et en tirant profit de ces divergences-là aussi, de ces richesses-là, comment est-ce qu'on peut arriver à vivre ensemble en fait, que ce soit au niveau du travail, au niveau juste d'un collectif de vie par exemple, au niveau des activités associatives aussi, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Des associations. Ouais. Associations, petits collectifs, écolieux, tiers-lieux, entreprises. Il y a vraiment, à partir du moment où il y a un groupe de 3 personnes qui font des trucs ensemble, voilà, moi j'ai à cœur de les accompagner, parce que souvent c'est des choses qui pêchent, en fait. On met de l'énergie sur, par exemple, un projet d'écolieu, on met de l'énergie sur le bâti, sur comment on va inclure des personnes, sur l'aspect financier, sur le potager par exemple, mais très peu sur comment concrètement on va faire ensemble, comment on va prendre des décisions, comment on va faire en sorte de traverser des conflits. C'est des questions qui sont assez peu adressées au début, alors qu'en fait c'est des piliers pour moi aussi importants que l'architecture par exemple, le bâtiment, et qui souvent au bout de quelques années pêchent, et on se rend compte que voilà, les conflits viennent aussi un peu gangréner les collectifs si on n'a pas mis d'attention à savoir comment les explorer, les traiter et puis les traverser. En fait, on croit qu'on sait faire coopérer, tu trouves pas? On a l'impression que c'est inné, quoi, et que comme on a toujours été entouré d'autres gens, on a toujours été en groupe, quoi, à l'école, partout, dans le sport, etc. On pense qu'on a appris, en fait, non, ça s'apprend, en fait. Oui, c'est très juste. C'est vrai que c'est comme plein de choses, on croit qu'on sait faire, et en fait, on n'a jamais appris comment faire. Et c'est pas forcément des choses trop difficiles ou trop hors du commun. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude. Et c'est aussi un travail individuel sur la posture, sur comment je suis dans un groupe, comment est-ce que mon ego prend de la place ou pas, comment à la fois je peux m'affirmer, et comment aussi je prends pas toute la place dans le groupe. Et donc c'est aussi il y a une forme de discipline là-dedans, mais c'est un travail qui pour moi est passionnant, parce qu'on apprend à la fois sur soi, et puis on apprend à vivre avec les autres, et en fait on en a besoin tout le temps. Il y a assez peu de champs de notre vie où on est vraiment tout seul en fait. Et que ce soit en famille, entre amis ou au boulot, on est souvent amené à travailler ensemble, à faire ensemble, quoi. À quoi ça ressemble un collectif qui fonctionne bien? Un collectif qui fonctionne bien, pour moi, selon ma vision des choses, c'est un collectif où il y a de la parole qui circule, où on peut s'écouter et se dire avec authenticité, parler aussi de ses vulnérabilités, pouvoir aussi avoir des espaces où on peut oser des choses, prendre des risques. C'est aussi des espaces où on peut prendre des décisions ensemble, et où à la fois on s'écoute dans ces décisions, en même temps on les met en place et on les expérimente. Donc c'est pas juste un collectif qui passe son temps à parler et à jamais faire non plus. C'est un collectif qui a aussi une forme d'efficience et d'efficacité en fonction de son objectif bien sûr, mais qui est aussi dans le concret, dans le faire. C'est aussi un collectif qui sait voir quand il y a des désaccords, qui sait voir quand il y a besoin d'aide aussi à l'extérieur, qui sait traverser des conflits, pas les éviter mais les regarder en face et puis les traiter. C'est prendre du plaisir à être ensemble. C'est des personnes qui se retrouvent aussi sur des visions partagées, des valeurs communes, et qui ont envie de cheminer ensemble avec tous les méandres qu'un chemin peut amener. Moi je dirais ça déjà. Toi, tu interviens auprès de collectifs, en tout cas dans cette partie-là de ton activité. Tu interviens quand? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait un conflit pour faire appel à toi? Ou est-ce que c'est dans des cas où le collectif se met en place, par exemple? Comment fonctionnes-tu? Alors moi je travaille avec l'Université du Nou, qui est une structure qui est à la fois un laboratoire interne où on vit la gouvernance partagée, notamment l'intelligence collective en interne. On fait plein d'expérimentations sur plein de choses, et en même temps on accompagne des collectifs et des entreprises à fonctionner aussi en coopération. Et donc
je peux parler à la fois pour moi et à la fois pour l'université du Nou, quand on nous contacte, c'est soit en amont d'un projet qui va être créé par exemple, soit au démarrage, ou soit quand c'est trop tard, ou en tout cas dans des moments où c'est des points de bascule, où on sent que vraiment quelque chose qui fonctionne plus, où il y a un nœud, et que du coup on a besoin d'aide à l'extérieur. Donc je dirais que toutes ces situations sont bienvenues. De toute façon, on fait appel à des intervenants extérieurs quand on en a besoin et quand on en prend conscience aussi. Évidemment, l'idée c'est de pouvoir lancer des projets avec les billes utiles pour le démarrage, je dirais, sans forcément attendre que ce soit un peu trop tard ou que les conflits soient déjà larvés. J'étais dans un collectif par exemple une fois où au départ, c'était pour aider le collectif à se structurer, et en fait, au moment où je suis venue, 3 mois après la demande, il y avait un gros conflit qui avait éclaté, qui était un peu larvé depuis quelques mois. Et en fait, mon intervention servait à aider une personne à sortir du collectif. Donc, j'ai aidé le collectif à prendre une décision sur comment on fait dans cette situation et pour aider la sortie en fait de la personne. Et donc, ça peut être juste ça, intervenir à un instant T de, ok, là, on voit qu'on n'arrive plus à travailler ensemble, on veut prendre soin de la façon dont la personne sort du collectif. Du coup, on fait bien avec quelqu'un qui a l'habitude, etc. Et en même temps, si on intervient en amont ou en tout cas au démarrage, ça permet d'avoir des bases plus solides, ou en tout cas aussi d'affiner ce qu'on veut faire ensemble. Parce que parfois, on a des super projets, on a plein d'idées, et en fait, concrètement, on n'est pas forcément d'accord sur des valeurs, sur une vision, même au niveau du modèle économique, par exemple, ou de la façon dont on veut inclure ou pas des gens. Ça pose des vraies questions en fait de fonctionnement, et on n'est pas toujours tous raccords. Donc ça permet aussi de se dire voilà, on prend 2 jours ensemble par exemple et on met tout sur la table, sur ce qu'on a envie de faire, et aussi ça permet de mieux se connaître. On peut aussi connaître les uns les autres pour savoir nos compétences, nos savoir-être, sur quoi on a besoin les uns les autres de travailler ou de se soutenir. Et en quoi consistent tes interventions? On va parler que de toi là, même si je comprends bien que c'est le reflet de l'université du Nou. Ça prend la forme de quoi? De séminaires, de réunions, de temps de parole et d'échange, ou d'exercices peut-être? Alors du coup, sur ce versant-là de mon activité, sur l'accompagnement de collectifs, ça prend des formes de séminaires, par exemple, d'1 jour ou 2 jours, où je vais accompagner un collectif pour, par exemple, définir sa raison d'être, sa mission, ou pour valider des décisions, ou se mettre d'accord sur un processus de prise de décision, par exemple. Ou des personnes qui ont par exemple des rôles à élire, il y a des méthodes qui existent pour élire ces rôles, ou alors de faire un peu de formation pour l'animation de réunion. Ça dépend vraiment des besoins. Des fois c'est aussi de la coopération avec une quinzaine d'acteurs qui se retrouvent et qui ont envie de faire ensemble mais qui savent pas forcément trop comment faire. Donc c'est créer de la rencontre, créer du nous, créer un collectif, créer un groupe, et avec des exercices, des activités, ateliers. Ça peut être aussi un peu sensoriel, passer par le corps. Voilà, comment est-ce qu'on peut vraiment faire coopération tous ensemble, avec différentes dimensions aussi. Parce que moi je suis assez convaincue que c'est pas que par la tête ou par le mental qu'on peut arriver à fonctionner ensemble. Ça passe aussi par la dimension plus de la sensibilité, on va dire du cœur, ou de comment est-ce que je me livre aussi avec les autres, comment est-ce que j'accueille ce que les autres aussi me partagent. Et aussi avec la dimension du corps. Je m'inspire aussi beaucoup du théâtre d'improvisation ou même du cirque que je pratique. Comment ça passe par le corps, comment je peux aussi apprendre à vivre avec le déséquilibre de, forcément dans un collectif, il va y avoir des mouvements, des sables mouvants, et comment j'apprends à vivre avec ça. Et donc on peut aussi passer par le corps pour expérimenter tous ces sujets-là en fait. Ouais, parce qu'il y a des choses qu'on ressent quoi. Il y a enfin, un collectif, tu choisis pas forcément qui sont tous les membres du collectif déjà, et donc il y a des gens avec lesquels tu as plus d'affinité que d'autres, forcément, et ça faut vivre avec quoi. Donc tu peux ressentir effectivement des choses dans ton corps de peur, de colère, etc. Et ça faut pouvoir les nommer, j'imagine. Oui, parce que des fois tu peux sentir des choses effectivement physiquement sans forcément avoir de pensée associée. Ouais. Donc, telle personne, a priori sur le papier, j'ai aucun problème avec elle, j'ai pas d'historique avec elle, tout va bien. Et en fait, il y a quelque chose qui fait que j'arrive pas à être en relation avec elle. À chaque fois, il y a un truc qui frotte. Ou par rapport à une prise de décision. Ben oui, a priori, quand je lis tout ça, la proposition, j'ai pas de problème avec la décision. Et en fait, il y a un truc qui passe pas. Et qu'est-ce que c'est? Et du coup, je vais aller chercher, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vient chercher chez nous? Et comment est-ce qu'on peut faire pour que ce blocage soit pris en compte? Il s'agit pas de dire, ok, on sait pas ce que c'est, tu l'as pas explicité, on verra plus tard quand ça sortira. Non, est-ce que peut-être là, maintenant, on peut déjà aller regarder ce que ça veut dire? Comment on peut s'en servir pour le collectif, en fait? C'est vraiment une façon aussi de sortir à la fois la majorité décide de tout et la minorité s'écrase,
et la minorité prend le pouvoir sur la majorité aussi. Donc c'est comment vraiment on fait ensemble, on est chaque individualité est là au service d'un projet collectif. Et on évite les luttes de pouvoir, c'est ça que j'entends. C'est ça, c'est exactement aussi cette façon de remettre en cause, non, plutôt de questionner en fait d'où vient le pouvoir et comment on l'exerce. Et c'est de voir le pouvoir différemment. C'est pas le mal d'avoir du pouvoir, c'est juste où est-ce qu'il est, n'a jamais de la conscience sur où sont les zones de pouvoir, qui a du pouvoir dans la structure, l'observer, en avoir conscience, et après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça nous convient comme ça? Il y a des entreprises qui sont très à l'aise avec le fait d'avoir un patron, un manager qui décide de plein de choses, une hiérarchie très pyramidale, et c'est ok si ça leur convient comme ça. Et d'autres collectifs qui sont pas du tout à l'aise avec ça et qui ont besoin de répartir plus le pouvoir. Et des fois, c'est aussi très implicite. Donc c'est aussi de pouvoir le nommer et de se dire, maintenant qu'on l'a nommé, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a envie de le répartir différemment? Et comment on fait dans ces cas-là? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans l'organisation qui sont implicites et qu'on ne dit jamais. C'est-à-dire que quand t'arrives, quand tu débarques, surtout quand tu es jeune et que tu débarques, il faut apprendre tout ça. Il n'y a pas forcément un mode d'emploi. Donc si je comprends bien tes interventions, c'est aussi de rendre explicite ce qui est latent, quoi, en fait, ce que tout le monde devrait dire une bonne fois pour toutes pour apprendre à fonctionner, c'est ça, hein? Oui, en fait, ça mise beaucoup sur la transparence et la clarté. Et parce que je pars du principe que si je suis claire, ce sera aussi clair pour les autres, et du coup les autres pourront aussi plus facilement s'engager. Et au contraire, s'il y a plein d'implicites, comme tu dis, ça crée du flou, des questionnements, des projections, des doutes, du coup de la défiance aussi. Des interprétations différentes de l'un à l'autre. C'est ça. Alors que moi, je suis vraiment partisane d'une confiance a priori, où même si je connais pas forcément la personne, ses intentions, ses projets, a priori, je vais lui faire confiance. Et pour ça, ça veut dire aussi que j'ai besoin de clarté sur, en fait, c'est quoi son rôle, c'est quoi ses missions, qu'est-ce qu'elle fait dans l'organisation, et l'organisation, qu'est-ce qu'elle fait aussi au sens large, c'est quoi son projet, est-ce que je sers bien ce projet-là, ou voilà, quand quelqu'un fait ça, est-ce que c'est bien au service du projet collectif ou pas? Donc pour moi, pour nourrir la confiance dans un collectif, la clarté, effectivement, et le fait de rendre lisible et visible comment l'orga fonctionne ou comment les personnes travaillent ensemble, c'est important. Okay. Et c'est un chemin, c'est effectivement quelque chose qui prend du temps, c'est pas du tout d'arriver à un point final maintenant et hop, maintenant on a réussi, on a tout fini, c'est un chemin, des fois ça prend des voies détournées pour revenir plus tard, et c'est vraiment aussi prendre ce goût du comment fait-on ensemble, c'est pas que le résultat à atteindre, c'est comment on fait pour y arriver ensemble, et voilà, prendre conscience qu'il y a des prochains pas, des petits pas qui sont nécessaires pour arriver à l'objectif final. Oui, parce qu'un collectif, c'est un organisme vivant, quoi. Ça bouge, et donc voilà, faut faire avec ça. Tu as parlé de gouvernance partagée tout à l'heure. Est-ce que tu veux bien expliquer ce que c'est? Oui. Alors la gouvernance partagée, les principes clés, c'est notamment du coup le partage du pouvoir. C'est de se dire, voilà, j'ai envie de partager le pouvoir dans l'organisation, donc j'ai envie que ce soit gouverné de façon partagée, et donc il y ait plus de responsabilité pour chacun des membres, plus d'autonomie aussi. Et que du coup, on est vraiment un système comme un organisme vivant, comme tu dis, où chacun va mettre de l'énergie pour que le projet global puisse fonctionner vers sa mission, vers sa raison d'être. Et donc la gouvernance partagée, ça passe à la fois par un travail autour de la posture, donc à la fois une posture individuelle de comment est-ce que je mets le meilleur de moi au service du groupe, comment je fais un travail personnel de, comme j'ai dit tout à l'heure, de disponibilité, d'authenticité, de pouvoir partager aussi les endroits où je me sens vulnérable, et comment je suis vraiment dans une posture de coopération profonde, à pas chercher à tout prix que mon ego soit là tout le temps dans les discussions. Donc c'est à la fois un travail personnel qui me semble moins important à plein d'égards. Donc c'est à la fois un travail sur la posture et un travail au niveau des outils. Donc c'est des outils qui viennent nous aider pour prendre des décisions ensemble, répartir des rôles. Et donc c'est une façon de partager le pouvoir différemment, avec de la coopération au centre, et avec à la fois une attention sur l'organisation elle-même, ce qu'elle a besoin pour vivre, et sur les individus, les membres, les personnes qui vont mettre de l'énergie pour cette organisation. Et donc c'est une double focale, à la fois sur le collectif et sur l'individuel, et comment les deux se nourrissent l'un l'autre. Pour moi, la gouvernance partagée, c'est aussi
un subtil équilibre entre l'horizontalité et la verticalité. C'est-à-dire que c'est pas un système tout pyramidal, tout vertical, où il y a une personne qui décide de tout pour tout le monde. On sort de ce système-là qui a fait aussi beaucoup de dégâts. Et en même temps, c'est pas non plus un système tout horizontal où tout le monde décide de tout le temps. Et c'est important pour moi de le préciser parce que parfois on a l'impression on veut tout casser, le système pyramidal, et en fait on tombe dans un travers qui est la recherche du consensus, et on passe des heures en réunion à parler de tout ensemble. Et pour moi, la gouvernance partagée vient mettre du processus, de la rigueur, du cadre, tout en étant dans l'inclusion, et dans une forme de bienveillance aussi, et de co-responsabilité. Et du coup, j'adore, moi, ce mélange entre les deux, en fait. Où c'est vraiment un point d'équilibre qui est pas facile, hein. Des fois, on est plutôt vers l'un, plutôt vers l'autre. C'est comment j'assume des fois de prendre un leadership, de prendre une responsabilité, de prendre une forme de pouvoir, mais qui est pas un pouvoir sur l'autre, qui est un pouvoir de faire quelque chose. Et ça change beaucoup de choses pour moi. Et ça me semble vraiment crucial, en fait, dans notre travail ensemble. Tu organises aussi des cercles de femmes. Oui, du coup, moi, j'organise aussi des temps entre femmes, des cercles de femmes, en tout cas des moments de reliance entre femmes, pour avoir un espace dédié. Alors, pas forcément à des sujets typiquement qu'on pourrait considérer comme féminins, parce que pour moi, on peut bien sûr parler de tout, mais avoir des espaces de rencontres à un endroit un peu différent de ce qu'on peut vivre d'habitude. Et j'utilise aussi une méthode énergétique à laquelle je me suis formée, qui est une méthode de coopération inspirée, on va dire, où on peut à la fois se retrouver autour de projets, d'accueillir des femmes qui ont des projets, par exemple d'entrepreneuriat, on va dire, et avec une méthode du coup particulière qui permet de mettre au centre le projet et de bénéficier des apports des personnes qui sont autour, à la fois des apports des idées, des conseils, des feedbacks, et en même temps des ressentis, des images, des propositions, des suggestions de choses qui viendraient au-delà du mental, de ah bah tiens, ton projet, pour moi ça résonne de telle et telle façon, ça me fait penser à telle chose, j'aimerais bien te suggérer ça comme idée. Et donc c'est vraiment une méthode de coopération énergétique qui permet, là du coup à chacune, moi j'ai pris l'angle pour l'instant de travailler aussi avec des femmes autour de ça, d'avancer dans son projet et d'oser aussi travailler sa propre puissance, sa capacité d'action, de mise en mouvement dans un espace qui est sécurisé avec bien sûr un cadre bienveillant, et dans un contexte entre femmes où c'est peut-être aussi des fois plus facile de se livrer ou de partager des choses qu'on ne ferait pas forcément en dehors. Donc c'est une chose que j'ai envie de développer, que j'ai pas encore trop mise en route pour l'instant, mais que j'ai envie de développer dans le Perche. Explique-moi, qu'est-ce que c'est le jeu du Tao, à quoi ça ressemble, à quoi ça sert, quoi, en gros. Alors le jeu du Tao, moi ça a été une grande révélation. Ça paraît tout simple, c'est un jeu à la fois très simple et très puissant, très profond. C'est inspiré des sagesses traditionnelles chinoises, qui s'inspirent en fait de qu'est-ce qui est présent en ce moment dans l'univers, dans l'environnement, et qu'est-ce qu'on peut venir capter de ça. Et en fait, le principe de ce jeu, il y a chaque personne qui vient y jouer, qui amène une quête, un souhait, un objectif, quelque chose qu'elle a envie de réaliser dans sa vie ou de mettre en mouvement. Et il y a des cartes, il y a différents parcours dans le jeu. On s'est basé sur les 4 éléments. Et chaque personne va pouvoir approfondir sa quête avec l'aide des autres. Donc ça veut dire qu'elle pourra partager des choses qui sont importantes pour elle par rapport à son objectif, son projet ou sa quête. Et les personnes vont lui faire des feedbacks, des retours par rapport à ce qu'ils perçoivent de ce qu'elle amène.
Et pour moi, c'est à la fois un jeu de coopération profonde, parce qu'on se met vraiment tous au service de la personne qui est là, de sa quête, de son projet, et en même temps l'occasion de venir bosser sur une problématique particulière pour soi. Et ça peut être des sujets à la fois très abstraits, très généraux, ou par exemple comment est-ce que je peux développer mon estime de moi, ou des sujets très concrets, par exemple je veux déménager mais je sais pas du tout où, comment faire. Et on vient vraiment tous et toutes se mettre au service de la personne qui est là. Et donc c'est chaque personne du cercle partage sa quête et avance. Et c'est à la fois très ludique et très profond en même temps. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, hop, le collectif rentre dans le fonctionnement de ce jeu. Et j'ai toujours observé dans les groupes auxquels j'ai participé et que j'ai accompagné une profondeur très vite. Des personnes qui ne se connaissent pas, 4-5 personnes qui ne se connaissent pas. Et en un quart d'heure, elles sont parfois avec aussi de l'émotion, en train de vraiment de se relier profondément à la personne qui est là et de la soutenir dans son projet. Et tu en fais à Nogent, c'est ça, je me trompe? Oui, j'en fais surtout à Nogent-le-Rotrou, au café Le Circonflexe. D'accord. J'en fais une fois tous les trimestres en ce moment, et je peux en faire dans différents endroits aussi. Je peux le faire en fait n'importe où il y a une table avec qui peut accueillir 6 ou 7 personnes. D'accord. Et voilà, c'est un petit plateau de jeu qui se déplace, donc ça peut être aussi dans un collectif qui en a besoin. Et je fonctionne en prix libre, participation libre, donc personne donne ce qu'elle souhaite. Okay. Et après, pour les entreprises, c'est vraiment en fonction des besoins. C'est à la fois un outil qui est chouette pour créer du lien, pour mieux se connaître aussi, et à la fois pour avoir un objectif concret pour une entreprise, par exemple, d'avancer vers qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment on a envie de le faire. Une autre facette de mes activités, c'est l'équicoaching. L'équicoaching, c'est l'accompagnement facilité par le cheval. Donc c'est comment est-ce que je peux, à la fois en individuel, travailler sur moi, apprendre sur moi, développer l'estime de moi, la confiance en moi, par exemple, par le biais du cheval. Et en collectif, comment est-ce qu'on peut apprendre à collaborer ensemble. Et pour moi, ça a été vraiment une rencontre incroyable avec le cheval aussi à cet endroit-là, où toute la dimension émotionnelle du cheval, qui est une proie à l'état naturel, comment cette disponibilité du cheval et cette hyper-vigilance à son environnement a créé chez lui une capacité à s'adapter, à être agile et à s'adapter à son environnement et du coup avoir un comportement qui bouge et qui évolue en fonction du vivant. Et donc c'est une grande source d'inspiration pour moi. Et donc au niveau individuel, moi ça m'apportait déjà beaucoup de choses, et puis je vois comme ça apporte aussi pas mal de choses aux personnes que j'ai pu accompagner ou que je peux voir accompagner dans l'affirmation de soi aussi. Quand j'arrive à faire se déplacer un cheval de 500 kilos sans utiliser la force, la contrainte, mais juste avec ma voix, ma respiration, mon attitude corporelle et mon intention, waouh, ça me donne aussi une sacrée puissance, et qui est là encore pas un pouvoir sur l'autre, mais vraiment une disposition intérieure de en fait j'ai vraiment envie qu'on fasse ça ensemble, et comment on peut y arriver quoi. Donc j'ai une intention très claire, et là le cheval il peut la capter, et dans ces cas-là on peut aller au bout du monde ensemble quelque part. Et c'est une pratique qui peut s'exercer avec n'importe qui, même avec les gens qui ont peur des chevaux. C'est ça qui est extraordinaire, hein, c'est ce que tu me disais, quoi. Oui. Ouais, on peut surmonter cette peur-là, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment un travail au sol, à côté du cheval. Ouais. On monte pas du tout sur le cheval. Et on peut travailler aussi à distance. Il y a différents types d'exercices. On peut travailler à la fois en proximité du cheval, mais aussi à distance. On travaille différentes choses comme ça. Et donc, ça permet à des personnes aussi de voir comment le cheval fonctionne, d'appréhender aussi ses mouvements différemment. Il n'y a pas du coup d'appréhension de la chute. Oui. Voilà, il y a évidemment des règles de sécurité à respecter, mais on est vraiment là aussi au service de la personne et dans un travail de collaboration. Donc vraiment au rythme de la personne, de ses besoins. On va vraiment pas aller plus loin que ce qu'elle est prête aussi à vivre. Et le cheval souvent est très disponible en fait à la rencontre et va vraiment s'adapter à la personne qui est au centre, qui est là avec lui. Quelqu'un qui va être très réservé, par exemple, il va plutôt l'inciter à s'affirmer, à prendre sa place,
s'affirmer vraiment dans la relation. Et quelqu'un qui est au contraire très très sûr de lui, qui prend beaucoup de place, le cheval va plutôt l'inciter à garder ses distances ou à trouver une place et un rôle qui est adapté à la situation et qui vient pas trop dans l'emprise sur l'autre non plus. Okay. C'est très adaptable en fait. Est-ce que tu peux juste citer une ou deux problématiques que tu as été amené à traiter avec cette pratique-là, par exemple? Ouais, dans un collectif, je trouve que c'est très flagrant en fait en collectif avec les chevaux. Donc c'est un petit parcours à réaliser avec par exemple 4 personnes avec le cheval en liberté et du coup les 4 personnes doivent s'organiser ensemble pour pouvoir faire le parcours et demander au cheval de le faire sans utiliser de contraintes, de force, etc. Et j'ai vraiment vu des personnes qui étaient très effacées à l'image de ce qu'elles sont dans la vie au boulot et qui souvent sont un peu vues comme des missionnaires, etc. Et au début de l'exercice, elles prennent le même rôle, c'est-à-dire elles se mettent en dehors complètement, elles regardent le truc se faire, elles interviennent pas. Pendant ce temps-là, le boss qui dit à tout le monde ce qu'ils doivent faire, sans faire lui-même, mais plutôt à distance, en disant ok bon vas-y, toi tu vas là. Et en fait, ça fonctionne pas. Le cheval, il a pas d'informations claires. Étonnamment, le cheval, il assume pas le truc. Il dit non, en fait, ça fonctionne pas ce que vous faites. Et en fait, comment progressivement, en mettant de la conscience dessus, avec un débrief, avec des mots, etc., on propose à chacun de changer en fait son rôle dans l'équipe aussi. Et comment la personne qui était plutôt démissionnaire, en fait, elle vient en soutien. Elle est pas forcément en leadership principal, mais elle est là en soutien et qui intervient à un moment hyper juste, qui fait rien par exemple pendant 3 minutes, par contre qui est hyper attentive, qui anticipe les mouvements du cheval, qui voit le prochain exercice et qui là fait une action, qui va par exemple arrêter le cheval alors qu'il était vraiment parti pour faire 3 tours, qui juste lève les bras, se positionne comme ça et hop le cheval s'arrête et là ça aide tout le collectif en fait. Et c'est un peu des moments de grâce comme ça qui tiennent en un instant, mais où la personne elle prend conscience que sa place déjà elle est possible, elle existe et qu'elle peut s'exprimer, qu'elle peut s'exercer et que ça aide en fait le groupe. J'aimerais qu'on revienne à ce territoire et à ce que tu l'évoquais tout à l'heure, ce que l'énergie que tu y as trouvée, les rencontres que tu as faites, etc. Je crois que tu es investi dans pas mal d'associations diverses et variées. Tu fais de la musique, me semble-t-il. Tu fais du cirque, je crois. Est-ce que tu as envie d'en parler? Oui, je veux bien. Il y a 3 activités principales que je fais en ce moment et qui me nourrissent beaucoup, qui sont vraiment en lien avec le territoire. Donc il y a du cirque, la musique et du théâtre d'improvisation. Et donc je fais du cirque à Bretoncelle avec Billes de Clown, l'association Billes de Clown. Et alors au niveau personnel, moi ce que j'y trouve, c'est aussi en lien avec mon activité pro, mais c'est un peu en mode méta, comment vivre avec le déséquilibre, comment faire en sorte d'être agile, de savoir jongler avec la complexité par exemple. Donc moi aussi j'y trouve des ressources qui me nourrissent dans qui je suis, dans mes compétences, etc. Et voilà, au niveau relationnel, au niveau aussi de la coopération au sein de l'association, de la troupe, parce qu'on monte un spectacle aussi. Donc il y a aussi plein de choses autour de comment on fait ensemble en fait, comment on se répartit les rôles, comment chacun s'investit ou pas dans le collectif et comment est-ce qu'on trouve un équilibre là-dedans parce que c'est tout à fait bénévole et personnel. Donc ces enjeux-là aussi au niveau du collectif qui sont très intéressants. Donc vous montez un spectacle de cirque quoi, avec du jonglage et... C'est ça, un spectacle de feu aussi. De feu, il y a du feu, jonglage, monocycle, équilibre, aérien un peu. Il y a plein de choses. Ok. Et donc on est une vingtaine presque, donc ça fait un petit collectif. Après je fais aussi de la musique à Condé-sur-Huisne, à côté, chez moi. Et je suis dans une fanfare du coup avec cette école de musique. Et là pareil, c'est encore une autre façon pour moi d'être en collectif, où on fait vraiment avec tous les niveaux des uns et des autres, avec tous les instruments, avec les envies de chacun. Et j'avais jamais encore expérimenté la musique, je n'avais jamais fait. Et je découvre cette sensation d'être complètement débutante aussi, de découvrir des instruments que je ne connaissais pas du tout. Et donc à la fois de me retrouver dans cette posture du débutant qui, a priori, n'arrive pas à grand chose, mais en fait, quand on est dans une fanfare ou dans un orchestre, en fait, ça contribue d'une façon ou d'une autre à la mélodie collective. Et donc voilà, comment est-ce que moi, à mon petit niveau, je peux apporter aussi quelque chose au collectif. Donc c'est super intéressant là-dessus. Et voilà, comment à la fois on a un chef d'orchestre ou quelqu'un qui nous coordonne, qui nous fait bosser, qui nous accompagne pendant les
les fanfares, et en même temps comment on fait aussi ensemble collectif, et comment les choses se font avec fluidité dans le groupe. Donc ça, j'aime beaucoup aussi explorer cette côté fanfare. Tu joues de quel instrument? Je joue du saxhorn, qui est un cuivre, un cousin du tuba. D'accord. Et le théâtre d'impro aussi, que je fais à la Chapelle Montligeon, avec Yann. Et ça, c'est vraiment pour moi aussi très extraordinaire. C'est pareil. À la fois, c'est vraiment pour moi quelque chose de très intimement lié, le travail sur soi et la vie en collectif. Et en impro, c'est vraiment ça en fait. C'est comment chacun et la couleur de chacune apporte une certaine énergie au collectif, et comment le collectif ou l'autre s'en saisit et le transforme. Et c'est aussi oser se mettre à nu, se mettre en vulnérabilité, faire des erreurs. Yann, celui qui fait les ateliers théâtre, ce qu'il nous dit en premier, c'est plantez-vous, expérimentez, osez et faites des erreurs. Et dès que vous vous plantez, c'est très bien, c'est là que vous apprenez en fait. Ça va vraiment à contre-courant de tout ce que moi j'ai pu apprendre, en tout cas, et je pense pas mal de gens, il faut être la bonne élève, il faut faire des choses comme ça, il faut avoir des bonnes notes, et il faut tout bien faire comme il faut dans les clous. Et là, en fait, c'est non, juste j'expérimente, j'essaye, je teste des trucs, ça marche ou pas, mais en fait, ça crée quelque chose. Ce qui compte, c'est que ça crée du mouvement, ça crée une impulsion, une énergie, et après, pouf, l'autre en fait quelque chose d'autre qui me dépasse aussi. Et hop, après, je peux aussi reprendre la perche qui m'a tendue, et c'est vraiment un jeu, en fait, un mouvement qui est déstabilisant, mais qui est aussi passionnant quand on rentre dedans. Tu m'accueilles gentiment chez toi, dans ta jolie maison, en haut d'une petite colline, donc on a une vue incroyable sur la vallée. Au fond, ça doit être Rémalard, donc la vallée typique du Perche. Et j'ai envie de te demander, quelle est ta saison préférée? Est-ce que tu as une saison préférée sur ce territoire? Là, c'est intéressant parce que j'ai fait construire ma maison en bois ici, à Condé. Et là, je viens de faire 1 an tout pile dans la maison, donc j'ai eu les 4 saisons. Parfait. Et j'ai vraiment trouvé que chaque saison apportait des choses très différentes. Comme en plus j'ai des chevaux, ça amène aussi une gestion qui est différente. En hiver avec la glace, c'est pas la même qu'en été avec la canicule. Donc à chaque saison, il y a ces problématiques. Mais en général, je pense que j'aime surtout l'automne, avec les couleurs. En plus, comme j'ai la nature en face, avec plein d'arbres, je peux voir vraiment les couleurs évoluer. Et en même temps, là, au début de l'été, j'avais un nid de hibou moyen-duc en face de la maison. Wow. Et donc tous les soirs, j'entendais les petits moyens-ducs qui sortaient du nid. Donc j'ai aussi la chance d'avoir cet environnement aujourd'hui. Et donc c'est vrai que toutes les saisons amènent des choses, mais l'automne, c'est quand même chouette. Okay. Est-ce qu'il y a une odeur caractéristique du Perche pour toi? L'odeur, j'aurais tendance à dire le foin. Parce que moi je suis souvent dans le foin. Et aussi je vois beaucoup de bottes de foin et beaucoup d'agriculteurs aussi, donc j'ai l'impression que cette odeur-là, je la retrouve souvent dans les champs en fait. Un goût. Le goût des mûres qu'il y a partout autour de chez moi, dans les chemins de randonnée que je peux trouver souvent à l'été. Ok. Un son caractéristique. Alors le son des dindons. Ah oui. Parce que quand je suis arrivée dans le Perche, j'ai dormi dans une chambre d'hôte en arrivant et j'ai redécouvert le dindon que j'avais complètement oublié. Ce sont très caractéristiques. Oui, et puis du coup, j'ai des voisins qui ont beaucoup d'animaux et il y a les dindons. Okay. Et donc c'est dans le Perche que j'ai redécouvert cet animal que je connaissais peu. Qu'est-ce que je peux te souhaiter à toi? Alors, je suis dans une phase de ma vie où je me sens vraiment bien. Et où j'ai beaucoup de chance, je trouve, à plein d'endroits. Et je me sens pas avec des grands rêves, parce que j'ai vraiment l'impression de vivre un rêve dans plein de choses de ma vie en ce moment. Mais ce que tu pourrais me souhaiter, et ce que je me souhaite, c'est par rapport à la coopération, de la vivre vraiment en profondeur dans tous les endroits de ma vie. Aussi la coopération avec les différentes parties de moi qui des fois sont jugeantes, critiques, etc. ou peu confiante en elles. Et donc comment j'arrive déjà à coopérer à l'intérieur de moi avec tout ça. Comment j'arrive à coopérer dans mes relations et à faire en sorte qu'elles soient
le plus fluide et le plus bienveillante possible, même dans les moments où ça frotte. Donc d'arriver aussi à, même quand ça frotte, traverser ça avec sérénité. Et d'accompagner encore des collectifs pour coopérer ensemble. Je pense que c'est vraiment la clé en fait de ce qu'on est en train de vivre aussi par rapport aux questions écologiques, environnementales et sociales. Comment on fait ensemble en fait. Et si on n'adresse pas ce sujet-là, on va dans le mur. Et on y va peut-être de toute façon. Mais en tout cas, on va être amené à de plus en plus faire des choses ensemble pour s'en sortir aussi. Et donc j'ai vraiment envie de mettre aussi ça au service de ce que le monde est en train de devenir. Donc je sais pas encore comment. J'ai aussi envie de plus m'engager dans des choses aussi locales. Et donc je pourrais souhaiter aussi de développer davantage la coopération sur le territoire et accompagner vraiment les structures qui sont ici à faire ensemble, à être ensemble. Est-ce que tu te sens chez toi ici? Oui, je me sens chez moi, dans le Perche. C'est vraiment une terre que j'ai choisie. Ouais. Je viens de Bordeaux au départ. Et souvent les gens me disent mais Bordeaux c'est trop bien, qu'est-ce que t'es venu faire dans le Perche? et en fait oui, je suis un peu loin de ma famille, mais en même temps j'ai vraiment rencontré plein de nouvelles familles ici, dans plein d'endroits différents, et je me sens vraiment bien chez moi quand je reviens ici, d'autant plus maintenant que j'ai ma maison, j'ai ma vie, les animaux. Je me sens vraiment bien, avec beaucoup de sérénité et avec tous ces incroyables réseaux que le Perche amène, et cette richesse, cette diversité, et avec beaucoup d'accueil, d'ouverture. Merci Camille. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour en savoir plus sur l'univers et les prestations de Camille, consultez son site internet camillelambert.fr. Si vous aimez Perchissime, il est temps d'en parler à votre entourage et de l'inviter à s'y abonner sur perchissime.fr et à suivre son actualité sur Instagram ou sur Facebook. Merci pour votre écoute et à très bientôt.